Bonsoir tout le monde, je m'appelle Marc Carrier, je suis un des hématologues à l'hôpital d'Ottawa, puis c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir en compagnie du docteur Normand Blais du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, qui est aussi hémato-onco. Puis on va avoir une belle discussion aujourd'hui par rapport à la thrombose associée au cancer. On va avoir une discussion de l'algorithme de traitement qui a été mis à jour en 2021. Et puis, on va discuter de choses qui font partie de l'algorithme, bien sûr, mais aussi peut-être une approche à des choses qu'on voit un petit peu moins souvent, essayer de générer une discussion. Puis, comme vous voyez, vous pouvez mettre des commentaires ou des questions dans le chat, mais on va avoir aussi du temps à la toute fin pour générer une discussion, puis un suivi. Puis, si vous avez des cas ou des questions, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir de répondre. Aujourd'hui, ce qu'on va discuter, c'est vraiment une activité d'éducation médicale continue pour laquelle il y a eu un comité de planification scientifique. Moi et Normand, on faisait partie, mais aussi on voulait avoir l'expertise de gens qui n'étaient pas nécessairement des hémato-oncos, mais qui faisaient beaucoup de thromboses associées au cancer, donc des gens de médecine interne, des gens de médecine vasculaire, des gens de médecine d'urgence aussi, et puis des omnipraticiens, praticiennes en oncologie qui nous ont aidés à faire les diapos. Et puis, bien sûr, quand on commence une présentation, c'est toujours important de parler de la divulgation des conflits d'intérêts potentiels. Voici mes conflits d'intérêts. Les honoraires perçus sont déposés à l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa utilisés à des fins de recherche et d'éducation pour les apprenants, mais demeurent des conflits d'intérêts potentiels dont vous devez vous être au courant avant de débuter la présentation. Et puis aussi pour divulguer le soutien financier. Donc, le programme a bénéficié de soutien financier de différentes compagnies. Et Normand et moi, on va toucher un honoraire de Thrombose Canada. Mais c'est important de savoir que certaines de ces compagnies-là font des héparines de bas poids moléculaires ou des anticoagulants oraux directs dont on va probablement parler ce soir. Bien sûr, le contenu du programme a été élaboré par le comité de planification, soumis à un comité de lecture et a été validé. Donc, on a une attribution de crédit pour le Collège des médecins de famille du Canada, le Collège québécois des médecins de famille et puis aussi le Collège royal des médecins chirurgiens du Canada pour un total de 2,25 crédits heure. Bien sûr, vous demandez les crédits pour lesquels vous avez participé ou assisté. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est avoir une discussion informelle, discuter de la thrombose associée au cancer, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans la mise à jour, et puis vous donner un aperçu de l'algorithme. Et puis après ça, Normand va discuter va générer une discussion par rapport à la thromboprophylaxie secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait après 6 mois d'anticoagulothérapie? Est-ce qu'on continue ou non? Avec quel agent, à quelle dose? Et puis, après ça, si on a du temps qui nous reste, je vais discuter des AOD et des complications hémorragiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une complication hémorragique sous apixaban, Rivaro, doxaban? Quelles sont les données probantes? Et puis, est-ce qu'on a un algorithme ou est-ce qu'on a des outils à Thrombose Canada qui nous permettent aussi d'avoir une réponse clinique qui est adéquate? Et puis, à la toute fin, comme j'avais mentionné, on va avoir des questions-réponses. Donc, les objectifs d'apprentissage, c'est de pouvoir analyser les mises à jour du consensus canadien d'experts sur l'algorithme des traitements de thrombose associée au cancer qui a été publié dans Current Oncology en 2021. Je vais vous donner la publication, d'écrire et analyser les sujets d'incertitude sur le plan clinique, spécifiquement ce soir sur la prévention secondaire et puis la prise en charge des hémorragies majeures, et puis de pouvoir appliquer l'algorithme de façon générale avec les différentes mises à jour dans notre pratique clinique. Donc, vous voyez ici l'algorithme qui a été révisé. La première version est en 2018. Normalement, on avait travaillé sur la première version et puis sur la révision aussi. Là, la révision a été publiée en 2021 suite à l'étude Caravaggio. On voulait s'assurer qu'on avait toutes les données probantes là, pour pouvoir donner un consensus clair ou du moins un algorithme qui pourrait aider les cliniciens là, dans la pratique clinique. Donc, c'est l'algorithme comme tel. On va regarder un petit peu les différentes étapes bientôt, mais
la première chose qu'on discute généralement, c'est d'avoir une évaluation du risque hémorragique. Est-ce que le patient serait à un risque plus élevé? Est-ce que, par exemple, il aurait une thrombocytopénie importante? Est-ce que le patient aurait une maladie intracrânienne comme des métastases cérébrales ou un gliome ou un cancer primaire? Est-ce qu'il y aurait une dysfonction hépatique importante? Toutes ces choses-là, comme vous le savez, vont augmenter le risque hémorragique, devraient être reconnues par le clinicien pour pouvoir vraiment cibler une anticoagulothérapie qui est adéquate. Après ça, on parle du type de cancer. Ça a changé un peu parce qu'on va parler un peu, pas nécessairement juste des cancers gastro-intestinaux ou génito-urinaires, mais vraiment les cancers pour lesquels il y a une lésion intraluminale qui demeure présente. Donc, le cancer n'a pas été resséqué. Et puis, bien sûr, on va avoir une discussion par rapport aux interactions médicamenteuses. Hein. Les AOD ont moins d'interactions qu'un antagoniste de la vitamine K, par exemple, mais plus d'interactions que les HBPM. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait considérer? Est-ce qu'on devrait regarder s'il y a des interactions médicamenteuses, par exemple, avec le cytochrome 3 à 4 ou l'absorption par la lipoprotéine P? Et puis, suite à tout ça, bien sûr, on prend la préférence du patient puis on fait une décision clinique comme telle. Fait que ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est vraiment s'assurer qu'on va avoir une vue globale de l'algorithme, mais peut-être avoir une discussion un peu plus approfondie sur des choses pour lesquelles il y a moins d'évidence, moins de données probantes, Normand avec la prévention secondaire et puis moi avec la prise en charge des hémorragies majeures. Donc, vous le savez, de façon générale, la maladie veineuse thromboembolique, ce n'est pas quelque chose qui est relativement fréquent dans la population. On parle de 1 à 2 par 1000 personnes. Mais aussitôt qu'on a un diagnostic de cancer, le ratio de cote est augmenté de 4 fois. Puis si on a un diagnostic de cancer et on débute une chimiothérapie, le ratio de cote est augmenté de 6 fois et demi. Puis il y a eu des données intéressantes qui ont été publiées dans Blood en 2021, où est-ce qu'on a utilisé des données danoises, où est-ce qu'on a pu identifier 500 000 patients avec un premier diagnostic de cancer, puis 1,5 million de patients sans diagnostic de cancer. Et puis, ils les ont suivis sur 2 décennies, de 1997 à 2017. La première chose que les investigateurs ont démontré, c'est que le risque de maladie veineuse thromboembolique à 6 mois suite à un diagnostic de cancer est 12 fois plus élevé comparativement avec la population générale, puis 23 fois plus élevé chez les gens qui ont une chimiothérapie ou une thérapie ciblée. Et puis la deuxième chose qu'ils ont démontré, c'est qu'avec le temps, vous voyez, la courbe monte. Donc, ce n'est pas un problème qui part, c'est un problème qui s'accumule, qui empire avec le temps. On passe d'une incidence cumulative à 12 mois de 1 en 1997 à 3,4 Donc, une augmentation de 3 fois de risque d'avoir la maladie veineuse thromboembolique associée au cancer. Et puis, ce risque-là est 6 fois plus élevé chez les patients qui font une chimiothérapie ou une thérapie ciblée. Pourquoi qu'on a une augmentation du risque? Bien, les patients vivent plus longtemps d'abord, donc ont plus de chances d'avoir des complications de la maladie veineuse thromboembolique. On fait plus de scans. Hein. Souvent, on va avoir des découvertes de façon fortuite des embolies pulmonaires. Ça pourra contribuer à l'augmentation du risque. Mais vous savez aussi qu'on a beaucoup de nouvelles thérapies qui pourraient être associées avec une augmentation du risque sous-jacent aussi. Et puis, ce qui est démontré dans la même étude comme telle que vous voyez aussi, où est-ce que les gens, lorsqu'ils ont une chimiothérapie, une augmentation du risque, mais avec l'immunothérapie, par exemple, ou avec d'autres types d'agents chimiothérapeutiques ou anticancers, on pourrait augmenter le risque. Donc, une combinaison de tout ça fait en sorte que les patients sont à haut risque. Et puis, on sait qu'on veut essayer d'éviter ça. Ou si on a un diagnostic comme tel, on veut avoir le bon type d'anticoagulant pour la bonne personne parce qu'on veut éviter les complications sous-jacentes. On sait que si on a une TEV chez les patients atteints d'un cancer, ces patients-là sont à plus grand risque d'avoir une récidive, sont aussi à plus grand risque d'avoir des complications d'hémorragie majeure ou d'hémorragie grave. Ces deux types de complications-là ont été associées avec une augmentation de la morbidité, une diminution de la qualité de vie, là, peu importe l'échelle qu'on utilise pour la quantifier. Il y a certaines études qui démontrent que la thromboembolie artérielle et veineuse pourrait être une cause importante de mortalité chez les gens atteints de cancer. Donc, on voit bien sûr que la TEV, de façon générale, la thromboembolie va augmenter l'utilisation des ressources là, et des coûts des soins de santé, toutes causes confondues.
Puis quelque chose pour lesquels on n'a pas toujours, on pense pas toujours, mais un diagnostic de TEV est une expérience qui peut être traumatisante chez les patients, qui va augmenter le stress, pas non seulement pour les patients, mais pour la famille aussi, pour avoir des coûts associés avec ça. Donc, c'est des choses qui sont importantes en ligne de compte et donc la nécessité d'utiliser le bon traitement pour le bon patient. C'est pour ça aussi qu'on voulait donner un algorithme pour pouvoir nous aider ou pouvoir aider les cliniciens à prendre la bonne décision par rapport au bon anticoagulant. Et puis, une des raisons pour laquelle on a décidé de faire un algorithme qui a été révisé, c'est vraiment parce qu'en 2018, on avait Hokusai Cancer et SelectD, mais après ça, dans les années qui ont suivi, on a maintenant 6 grands essais randomisés qui ont comparé différents AOD avec une HBPM. Et puis, on voulait essayer de voir les données, puis voir aussi de façon granulaire qu'est-ce qui était non inférieur, qu'est-ce qui était supérieur, l'innocuité, l'efficacité de tout ça. Et puis, des fois, dans les essais randomisés, il y a une sélection de patients qui est correcte, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un patient qui pourrait avoir des facteurs de risque supplémentaires? Ces patients-là, ils n'ont pas nécessairement été non plus suivis pour plus de 6 à 12 mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour une prévention secondaire? Comment on prend une prise en charge d'hémorragie majeure, tout ça. Fait que c'est un peu un guide. C'est pas tout le temps nécessairement basé sur des données d'essais randomisés, mais sur des données observationnelles pour pouvoir vraiment guider les cliniciens à voir quelles sont les pistes là, pour la prise en charge clinique là, de certains types de complications associées. Quand on regarde à l'efficacité, donc quand on regarde les 6 grands essais randomisés, puis on regarde à l'efficacité, donc le risque de récidive malgré une anticoagulothérapie, vous pouvez voir ici que de façon générale, les AOD est associé avec une diminution du risque de maladie veineuse récidivante, mais possiblement une augmentation du risque d'hémorragie grave, donc une augmentation relative d'environ 17 %, mais qui n'était pas statistiquement significatif. Quand on regarde au risque absolu entre les HBPM et les AOD, l'augmentation du risque potentiel hémorragique était d'environ 1 %. Donc, quelque chose qu'on va être obligé de garder en ligne de compte aussi lorsqu'on va faire les risques-bénéfices de l'anticoagulothérapie. Et puis, quand on parle aux hémorragies non majeures, mais cliniquement importantes, donc souvenez-vous, la définition des hémorragies majeures, c'est une hémorragie qui est fatale, qui est dans un site critique, pour lequel on a une diminution d'hémoglobine de 20 ou 2 kilos de transfusés. Et puis, pour une hémorragie qui ne fait pas nécessairement les critères d'une hémorragie majeure, mais pour lesquels le patient a quand même besoin de venir à l'hôpital ou de voir le médecin traitant ou d'avoir une consultation, il y a une augmentation des hémorragies non majeures, mais cliniquement importantes, une augmentation du risque d'environ 65 %, puis la différence absolue est d'environ 4 % entre les deux groupes. Donc, les AOD étaient un petit peu plus efficaces que les HBPM, mais ça vient peut-être avec une augmentation du risque d'hémorragie majeure non statistiquement significative, mais certainement une augmentation du risque des hémorragies non majeures et cliniquement importantes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment cibler l'anticoagulothérapie dépendant des différents facteurs de risque. Donc, quand on parlait de l'algorithme comme tel, c'est pour ça qu'on disait qu'il faut faire attention aux facteurs hémorragiques. Il faut s'assurer qu'on n'a pas une augmentation du risque d'hémorragie majeure parce que certaines études ancillaires ont démontré que les cancers gastro-intestinaux, surtout ceux qui étaient non réséqués, peut-être avaient une augmentation du risque hémorragique majeure. Puis pour les hémorragies non majeures mais cliniquement importantes, c'était surtout de l'hématurie chez les patients qui avaient des cancers urothéliaux, d'où la deuxième partie. Et puis bien sûr les interactions médicamenteuses et puis la préférence du patient. Donc, les patients vont être traités pour 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait après 6 mois? Normand va nous parler de ça. Et puis voici ces divulgations là, de conflits d'intérêts potentiels. Normand, à toi. Donc, Marc, tu peux peut-être passer à la prochaine diapo. Et merci pour l'introduction. Donc, comme Marc l'a mentionné, on va parler de la prophylaxie secondaire chez des patients atteints d'un cancer.
Puis, j'ai un double rôle là, comme hématologue avec un intérêt en hémostase et aussi un oncologue qui fait la majorité de sa pratique dans le traitement des néoplasies solides, donc particulièrement les cancers thoraciques et les cancers génito-urinaires. Mais au CHUM, on m'appelle souvent de plusieurs niveaux. Donc de l'urgence, des cliniques externes, des CLSC, de l'hôpital par mes collègues pour justement des questions en lien avec qu'est-ce qu'on fait pour le traitement initial d'un patient avec un cancer, mais qu'est-ce qu'on fait aussi quand on dépasse la période de 6 mois où le niveau d'évidence pour décider d'un traitement commence à être un petit peu moins important. Donc, à travers un cas, on va essayer de passer à travers les sujets qui sont en lien avec les décisions qu'on pourrait prendre pour des patients qui sont déjà sous anticoagulants, puis chez pour qui on pourrait considérer soit un arrêt ou la poursuite de l'anticoagulothérapie. Donc, prochaine diapo. Donc, sans vouloir le faire, j'ai décrit les objectifs dans mon introduction. Donc, on va parler de l'indication de la prophylaxie secondaire. On va discuter de l'importance de l'évaluation pluridisciplinaire. Et on va discuter aussi, par une discussion avec un patient, des données probantes disponibles et des lacunes en matière de connaissances sur ce sujet de prophylaxie secondaire. Puis on va conclure par des projets de recherche qui sont en cours pour essayer de répondre à certaines questions. Prochaine diapo. Donc, c'est un patient assez typique de ma pratique en oncologie thoracique, un patient de 54 ans qui a un adénocarcinome pulmonaire de stade 3. Donc, il y a une masse au lobe supérieur droit, des ganglions paratrachéaux bilatéraux. Il y a un NGS, donc un séquençage de nouvelle génération qui est effectué pour déterminer s'il y a des mutations associées à son cancer du poumon. C'est négatif. Puis le PDL1 qui nous prédit une bonne réponse à l'immunothérapie est supérieure à 50%. Patient qui est un ancien fumeur, obésité modérée, hyperlipidémie, diabète de type 2. Puis il prend comme médication de l'aspirine et de la rosuvastatine. Prochaine diapo. Donc, comme ça se doit, il reçoit un traitement standard avec la chimioradiothérapie concomitante. Puis, dans ces types de cancers-là, c'est assez standard dans plusieurs centres de recevoir une radiothérapie classique durant 6 à 7 semaines, du lundi au vendredi, avec de la cisplatine au jour 1 et 29, puis de la vinblastine à toutes les semaines pendant les 5 premières semaines de radiothérapie. Puis, comme ça arrive aussi régulièrement pendant l'évolution sous traitement, le patient a des symptômes qui nous font penser à une maladie thromboembolique. Puis pour ce patient-là, c'était une douleur pleurétique qui s'était présentée au 13e jour de traitement. Puis, comme le patient vient pour ses traitements de radiothérapie à tous les jours, comme le patient vient pour ses traitements de chimiothérapie à toutes les semaines, heureusement, ces patients ont accès à plusieurs membres du personnel qui sont sensibilisés aux symptômes de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire. Puis on m'appelle pour me parler des symptômes du patient et puis je le dirige directement en angiographie pulmonaire par tomodensitométrie. Puis cet examen permet de confirmer la présence d'un caillot dans l'artère pulmonaire principale du côté gauche. Le patient va bien, pas plus de symptômes que ça. Et puis, compte tenu de l'évidence que Marc vous a présenté préalablement, on décide d'arrêter l'aspirine parce qu'on ne veut pas continuer, on ne veut pas combiner de façon non nécessaire le pixaban et l'aspirine. On se rappelle qu'il y avait un diabète, puis l'indication de l'aspirine était peut-être même discutable. Donc, facile décision d'arrêter l'aspirine puis de remplacer par la pixaban aux doses habituelles qu'on donne pour traiter les embolies pulmonaires ou les thromboses veineuses profondes. Prochaine diapo. Donc, le patient, évidemment, continue ses soins pour son cancer. On le revoit après la fin des traitements de chimiothérapie. Le patient a une bonne réponse au traitement. Les ganglions diminuent, la masse diminue. Puis, on voit des changements de radiothérapie sur son scan qui sont des choses qu'on voit régulièrement. Donc, on voit aussi, en faisant un scan de contrôle, que l'anomalie de remplissage qui nous signale la présence d'une embolie pulmonaire n'est plus visible. Donc, bonne réponse au traitement d'apixaban. Et puis maintenant, le standard de pratique après la radiochimiothérapie, c'est de continuer avec de l'immunothérapie, surtout pour les patients qui ont un PDL1 positif. Donc, on prescrit un traitement d'1 an de durvalumab par la suite.
puis le patient a des symptômes mineurs de saignement, des ecchymoses occasionnelles, des épistaxis occasionnelles, mais à part ça, le traitement est bien toléré. Le patient est revu par moi-même après 6 mois de traitement. Puis, je vais vous amener dans la discussion à pourquoi qu'on a diminué la dose à 2,5 mg 2 fois par jour. Mais ça tient en compte du fait que sa maladie évolue bien. Le risque de récidive était jugé en partie secondaire au traitement. Le cisplatin, c'est une chimiothérapie qui est bien connue pour augmenter le risque de thrombose. Donc, l'événement est arrivé 13 jours après son premier traitement de cisplatin. La maladie active qu'il n'a plus fait partie des considérations pour la cause potentielle. Donc, on jugeait qu'après 6 mois de traitement, le patient est en rémission. Il devenait dans une catégorie de patients un petit peu plus régulière, post-embolie pulmonaire, puis qu'on pouvait empiriquement diminuer la dose d'apixaban, mais je vous le répète, c'est sans évidence franche dans le contexte de thrombose associée au cancer, mais pour ce patient-là en particulier, ça semblait une bonne décision. Prochaine diapo. Donc, j'ai déjà anticipé la prochaine diapo. Dans quelle mesure le cancer, la chimiothérapie, l'immunothérapie affectent-ils l'incidence de thrombose? Tu peux descendre la diapo. Donc, comme je le mentionnais, les causes de thrombose varient d'un patient à l'autre. Donc, on sait que différents types de cancers, biologiquement, sont reliés à un risque de thrombose qui est différent. Vous avez tous appris à l'école de médecine que les cancers du pancréas, les cancers gastriques, un degré niveau d'importance de cancer de l'ovaire, les cancers du cerveau sont des maladies où le risque de thrombose associé à la biologie de la maladie est important. Donc, le fait d'avoir un cancer du pancréas actif en soi amène des facteurs dans le sang qui augmentent le risque de thrombose chez un individu. À ça va se combiner l'effet des traitements. J'ai déjà mentionné la chimiothérapie, la radiothérapie jusqu'à un certain point, la chirurgie récente, l'installation de cathéters veineux. Certains patients vont avoir des cathéters veineux centraux. Donc, tout ça nous amène comme cliniciens, comme oncologues, à réfléchir à la cause potentielle d'une thrombose, puis aussi à décider si le patient est à risque d'une récidive en fonction de toute cette compilation de facteurs qui est présente. Donc, l'évaluation des facteurs de risque va être déterminante. C'est correct. Tu peux passer à la prochaine. Donc, quelles sont les données probantes à l'appui d'une prophylaxie secondaire à dose réduite chez un patient atteint de cancer? Tu peux défiler. Donc, il n'y a pas vraiment de données importantes. Il y a des données limitées, puis je suis pas allé au congrès de l'ISTH cet été, mais Marc pourra en parler parce que lui était très présent, très actif. Mais il y a des données qui ont été présentées cette année et dans les années précédentes qui montrent que chez des patients qui ont complété un traitement de 6 mois puis qui ont été placés empiriquement à une dose prophylactique, soit de rivaroxaban 10 mg par jour ou d'apixaban 2,5 mg par jour, comme on le fait pour d'autres patients avec thrombose, qu'on voit une incidence d'événements qui est relativement faible, puis un taux de segment qui est assez rassurant pour motiver ces traitements. Une étude importante qui s'appelle l'étude APICAT, c'est une étude qui va randomiser les patients après 6 mois de traitement à une dose thérapeutique versus une dose prophylactique d'apixaban est en cours. C'est une étude internationale avec un très grand effectif qui va certainement être importante pour nous aider à mieux comprendre quel patient devrait être traité peut-être à une plus haute dose ou à une plus faible dose. Prochaine diapo. Donc, quand faut-il interrompre l'anticoagulothérapie chez un patient présentant un risque de récidive? Ça, c'est une question comme oncologue qui me gruge le plus parce que, évidemment, un patient, par exemple, qui est traité de façon curative, on a un patient typique qui a été traité en chimioradiothérapie, suivi d'une année de durvalumab, bien, même après l'année de durvalumab, s'il se rend là, on sait que le risque de récidive est de 50%. Donc, est-ce que c'est vraiment sage d'arrêter l'anticoagulothérapie après 1 an de traitement lorsqu'on pense que le récidive dans la prochaine année ou dans les prochaines 2 années va être de 50%? Mais ça, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, on n'a pas vraiment de réponse sur qu'est-ce qu'il faut faire.
Si on a 2 ans de traitement qui est complété derrière nous, puis que le risque de récidive du cancer devient 10 est-ce que c'est suffisamment faible pour interrompre l'anticoagulothérapie? Ben, c'est encore une fois une question qu'il faut se décider. Puis on discute avec les patients du risque de récidive, du risque de saignement, de l'expérience du patient sous traitement. Puis évidemment, maintenant, avec le fait qu'on peut utiliser de l'anticoagulothérapie orale chez une majorité de patients en oncologie, ça facilite la vie des patients, si bien que les patients, souvent, vont accepter de continuer l'anticoagulothérapie un peu plus longtemps, le temps d'être certain qu'un cancer ne va pas revenir. Donc, ça, c'est quand même des discussions qu'on va avoir régulièrement avec les patients en fonction de la biologie du cancer, en fonction du risque de récidive, puis en fonction aussi de la tolérance du patient, puis son expérience avec le médicament. Prochaine diapo. Donc, j'ai mentionné le premier point. L'avis de l'oncologue traitant et du spécialiste du traitement de thrombose est nécessaire. Puis, si le risque de récidive après un traitement est considéré comme faible, ben, à ce moment-là, un traitement de 6 mois peut être suffisant. Par exemple, un patient qui a été traité par chirurgie pour un cancer du poumon, un patient qui a été traité par chirurgie pour un cancer de l'estomac, qui aurait eu un traitement adjuvant de 3 à 6 mois. Le traitement adjuvant est terminé. On sait parfois que le risque peut être important pendant la chimiothérapie, donc on va continuer un traitement pendant la période de la chimiothérapie, mais dès que le traitement est fini puis que le risque de récidive est faible, ça, c'est le patient typique pour qui on va vouloir arrêter un traitement. Prochaine diapo. Donc, si un patient, par exemple, avait une récidive du cancer qui survenait 9 mois après le début d'un traitement par durvalumab, pendant un traitement d'apixaban 2,5 mg par jour, une chimiothérapie avec carboplatine et pémétrexate est envisagée. Comment procéder? Bien, ça, c'est juste une des nombreux exemples que je pourrais vous donner pour amener une situation où il n'y a aucune réponse. Donc, c'est toujours l'oncologue avec le patient, avec l'expert de thrombose qui vont discuter, puis qui vont se dire, ben, est-ce qu'on est suffisamment impressionné par le rôle du cisplatin pour avoir provoqué la thrombose? Bien là, on réexpose le patient au carboplatin. Si on est très, très inquiet, on va réaugmenter la dose d'apixaban. Si on est confortable avec une prophylaxie secondaire, puis qu'on se dit que dans plusieurs situations, même chez des patients à risque, par exemple, Marc a publié une très bonne étude qui montre que le 2,5 mg 2 fois par jour est suffisant pour protéger contre la thrombose des patients qui sont traités avec une chimiothérapie. Mais là, c'est pas un scénario qui s'explique, qui est spécifique à un patient qui a déjà eu une thrombose, mais on a quand même des données qui nous disent que la prophylaxie peut être bonne pendant la chimiothérapie. Donc, on met tout ça ensemble, puis on finit par dire, mais peut-être qu'on peut continuer à la dose prophylactique. Peut-être qu'on peut augmenter la dose, une dose thérapeutique. Moi, personnellement, je suis un patient comme ça, je continuerai avec une dose prophylactique à partir de ce moment-ci, mais il n'y aurait pas de bonne réponse. Ce ne serait pas un mauvais choix d'augmenter la dose. Je pense que je ne serais pas confortable, par contre, d'arrêter le traitement à ce moment-ci, évidemment, dans un contexte de nouvelle chimiothérapie. Prochaine diapo. Donc, c'est ce que j'ai déjà mentionné sur les bullet points en bleu. Donc, prochaine diapo. Donc, ici, c'est encore un autre scénario qui nous amène à une réflexion par rapport à la médication. Donc, on décide de faire une nouvelle analyse moléculaire. La première, on a dit, était négative, mais maintenant, on demande une nouvelle fois l'analyse qui nous démontre qu'on n'avait pas bien identifié une mutation de fusion du variant ALK. Puis ça, c'est une mutation de cancer du poumon qui nous permet de prescrire une thérapie ciblée, dont le lorlatinib. Puis le lorlatinib, c'est un des médicaments, comme plusieurs nouveaux médicaments en oncologie, qui a des interactions médicamenteuses importantes avec plusieurs autres médicaments, dont l'apixaban. Donc, ça, c'est une situation où tu peux peut-être procéder à la prochaine. Donc, c'est ça. Donc, avant que je réponde à tout, je vais vous montrer le texte. Mais c'est une situation où moi, j'utilise beaucoup les pharmaciens. Donc, les pharmaciens en oncologie ont beaucoup de banques de données qui nous permettent de voir les interactions potentielles avec différents médicaments, dont les médicaments pour traiter le cancer et les anticoagulants oraux directs. Puis dans le cas pareil, dans le cas actuel, ben, on a vu que le lorlatinib et l'apixaban avaient une interaction potentielle autant avec le PGP qu'avec l'isoenzyme cytochrome P3A4
Puis on a vu aussi que l'edoxaban avait peut-être moins de susceptibilité au niveau de la concentration des anticoagulants. Sur une base très, très théorique, donc l'edoxaban pourrait être un meilleur choix. Puis, ça peut être un meilleur choix dans deux sens. Puis là, c'est les pharmaciens qui vont vous dire dans quel sens l'interaction peut aller. Mais les patients sont pas trop inquiets d'avoir un petit peu moins d'efficacité ou un petit peu trop d'efficacité de l'edoxaban. Ils sont plutôt inquiets que l'anticoagulant, par exemple, qu'une interaction avec leur traitement contre le cancer pourrait diminuer l'efficacité contre le cancer de leurs médicaments. C'est surtout ça qui les préoccupe. Puis, c'est pour cette raison-là que les patients souvent me demandent d'utiliser le médicament qui a le moins d'interaction. Si l'inquiétude était par rapport à l'effet anticoagulant de notre anticoagulant oral direct, mais là, en laboratoire, on a la possibilité de mesurer l'activité anti-DISA. Puis les fois que je l'ai fait dans un contexte d'interaction, on voit que les niveaux d'anti-DISA sont à des niveaux qui sont attendus pour l'anticoagulant oral. Donc, ça peut nous rassurer par rapport à l'efficacité du médicament, puis par rapport à l'absence d'interaction très significative. Je ne dis pas de faire ça pour la plupart des patients, mais il y a des situations où on n'a pas le choix de combiner un anticoagulant oral direct avec un médicament où il peut avoir des interactions significatives. Ça peut être rassurant de le faire. Là, je l'ai fait à quelques reprises. Prochaine diapo. Donc, dans la section qui a précédé, on a parlé de l'anticoagulothérapie qui peut être personnalisée pour chaque patient. J'ai parlé de l'aspect pluridisciplinaire, donc c'est bien pour moi d'être hématologue et oncologue, puis d'avoir des notions dans les deux côtés de cet aspect, mais plusieurs de mes collègues ont moins de notions sur la thrombose. Donc, c'est bien de pouvoir réunir des experts en thrombose et en oncologie pour discuter de l'aspect antithrombotique, mais aussi de l'aspect néoplasique, parce que le parcours du patient dans son cancer est quelque chose que l'oncologue connaît parfois mieux que l'expert en thrombose. Donc, nécessairement l'utilité de joindre plusieurs spécialités. J'ai parlé au rôle du pharmacien. Puis, le risque de thrombose varie durant le parcours thérapeutique des patients, donc c'est nécessaire de réévaluer le traitement à plusieurs étapes de leur parcours de soins. Donc, je pense que ça fait le tour de ma partie, Marc. Merci beaucoup, Normand. Puis, je suis bien d'accord avec toi. Une approche multidisciplinaire est vraiment importante. Puis, tout le monde apporte une perspective qui est différente, qui permet vraiment d'optimiser les soins aux patients. Tu as tendu la perche un petit peu tantôt en parlant de l'ISTH, puis c'est vrai que des données avec les AOD puis les HBPM à des doses prophylactiques pour une prévention secondaire. Fait que c'est bien, c'est rassurant. Il y a des petites données qui venaient des pays nordiques où est-ce que c'est une cohorte observationnelle, mais quand même, les patients ont reçu un AOD, l'apixaban à dose prophylactique, et puis le risque hémorragique et le risque de maladie veineuse thromboembolique récidivante demeurait faible au long cours, donc rassurant, comme tu mentionnais. Et puis, Vicky Tagalakis du Jewish a publié dans le GTH il n'y a pas tellement longtemps Step 4, qui est une étude pilote qui regardait l'enoxaparine à dose de prévention pour une prévention secondaire, puis ça semblait être efficace, puis l'innocuité aussi semblait favorable. Donc, ça va être très intéressant de voir l'essai à PICAT, comme tu as mentionné. J'ai parlé avec Isabelle Mahé pendant l'ISTH. Puis normalement, tu sais, on participe ici au Canada à PICAT sur 45 Canadiens qui ont été randomisés pour l'instant. Et puis, ils pensent pouvoir finir le recrutement. Là, c'est 1600 patients à la fin de décembre 2022. Il y a 1 an de suivi, donc on va probablement avoir des données là, pour probablement fin 2023, là, début 2024. Là. Ça va vraiment être intéressant de voir. Puis, j'ai entendu aussi que Eve, qui est l'étude de prévention secondaire là, du groupe de Mayo, là, ceux qui ont fait ADAM, qui a comparé Apix avec la daltaparine, ils ont fait une étude qui ressemble à Apicap, qui randomise du 2,5 ou du 5 BD pour une prévention secondaire. Eux, ils ont terminé le recrutement, mais je pense qu'ils pensent avoir issu les patients pour plus longtemps. Fait que je pense qu'on va avoir toutes les données en même temps. Fait que ça va être intéressant de voir, là, puis de voir qu'est-ce qui arrive avec les préventions. Est-ce qu'on continue avec une dose thérapeutique ou de prévention? Mais la pratique s'aligne parfaitement avec la tienne là, par rapport au cas. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant.
Merci d'avoir partagé ton expertise d'hémato en cours avec nous, puis de donner un peu un aperçu des deux côtés de la chose. Avant de continuer avec le deuxième cas, je vais peut-être prendre juste 2 petites minutes. Puis Normand, je vais peut-être t'interroger là-dessus, voir si tu as une opinion aussi. Benoît Côté de la Ville de Québec nous demande par rapport à notre approche par rapport à l'anticoagulothérapie avec les tumeurs cérébrales primaires ou métastatiques ou les métastases. Est-ce qu'on continue avec un AOD ou un HBPM? C'est quoi l'ajustement qu'on a fait là, dans l'algorithme par rapport à ça? Donc, Benoît, ce qu'on a fait, c'est que, comme tu sais, probablement maintenant, il y a 3 essais, des études observationnelles qui ont été publiées. Quand on était en 2018, il n'y avait rien de ça. Donc, pour ce qui était des tumeurs cérébrales puis des métastases, on avait dit de prendre une HBPM à ce moment-là. Parce que quand on regarde aux appendices de l'étude Hokusai-Vitti Cancer qui a comparé EDOX avec la daltaparine, dans les appendices, il semblait avoir une augmentation du risque chez les patients qui avaient une maladie intracrânienne, surtout métastase à ce moment-là. Vu qu'on n'avait pas beaucoup de données, on disait pour l'instant, on va continuer avec une HBPM. Mais depuis 2018, il y a 3 études observationnelles qui ont été publiées, une dans le GTH en 2019, une dans Blood Advances en 2020, et puis finalement une dans Oncology. Puis, The Oncologist. Puis la seule qui a vraiment des données par rapport aux tumeurs cérébrales primaires, c'est celle qui a été publiée dans le GTH en 2019. Et ça, c'est une étude américaine qui a stratifié les patients qui avaient une tumeur cérébrale primaire ou une maladie métastatique intracrânienne, puis qui les ont stratifiés selon s'ils avaient reçu un AOD, surtout du Rivaro parce que c'était aux États-Unis, ou une HBPM avec l'enoxaparine, et puis qu'ils ont suivi au long cours. Puis il n'y avait pas vraiment de différence là, chez les gens qui avaient une tumeur cérébrale primaire ou des métastases. Donc, des données un peu indirectes. Là. Bien sûr, il va y avoir un billet de diagnostic et de traitement, et des données indirectes qui étaient un peu rassurantes. Les 2 autres études observationnelles, c'est chez les gens qui ont des métastases intracrâniennes, mais ils vont dans le même sens. C'est comme quand tu dis dans le chat, les données sont rassurantes, donc pas une augmentation du risque hémorragique intracrânienne, puis une efficacité qui semble similaire. Donc, de façon générale, dans l'algorithme en 2021, on a adapté ça un peu. On a dit chez les gens qui ont des tumeurs cérébrales, des métastases, qui ne sont pas à haut risque hémorragique, comme tu mentionnes le mélanome ou le réome, on peut commencer avec un AOD. Chez les gens qui ont une tumeur cérébrale primaire, donc c'est peut-être un peu plus complexe, on va vraiment faire du cas par cas parce que des fois, les gens vont avoir besoin d'une chirurgie, de la radiation, vont peut-être être à différents points dans la prise en charge du gliome. On avait dit à ce moment-là peut-être de commencer avec une HBPM. La demi-vie est moins longue, hein, c'est du 6 heures au lieu du 12 heures. Peut-être que les gens autour de nous sont plus familiers avec la prise en charge chez les complications hémorragiques, mais c'était vraiment en attendant d'avoir des données. Et de façon générale, les tumeurs cérébrales métastatiques, on se sent confortable avec un AOD dans la plupart des cas, s'ils ne sont pas déjà hémorragiques, bien sûr. Et puis pour les tumeurs cérébrales primaires qui sont plus complexes, ben peut-être une HBPM au départ, puis après ça, prendre une décision. Donc, je ne sais pas ce que tu en pensais, Normand. Ben, je me chicane souvent avec moi-même parce que je fais partie des guidelines. Puis quand les collègues me posent des questions par rapport aux guidelines, je dis le contraire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. Puis pour la majorité des patients avec métastase cérébrale, ça me pose vraiment pas de problème. Puis pour les patients qui arrivent avec des nouveaux cas de métastase cérébrale ou de tumeur cérébrale, qui sont hospitalisés, puis qu'en même temps, on trouve une thrombose, ben c'est là qu'on est un petit peu plus gêné au moment du diagnostic initial. Puis par prudence, ben on va peut-être faire une petite période d'héparine de bas poids moléculaire à l'hôpital, puis au congé. Je dirais que pour la majorité, on est quand même pas mal à l'aise de continuer avec un AOD s'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Moi, ce qui m'agace le plus, c'est quand il y a une interaction médicamenteuse significative puis qu'on ne sait plus trop dans quelle direction ça va aller, tant sur le plan de l'efficacité du traitement anticancéreux puis de l'AOD comme tel. Oui, absolument. Bien, merci beaucoup, Normand. Puis Benoît, j'espère que ça répond un peu à la question. Puis, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, là, on va avoir du temps. Fait que, sans plus tarder, je vais aller dans le deuxième cas. Fait que c'est un cas
qui avait été développé par Eddie Lang, qui, si vous ne le connaissez pas, c'est un des membres de Thrombose Canada. Il est médecin d'urgence à Calgary. C'est un grand francophile, un grand francophone. Il a fait ses études à l'Université McGill. Et puis, il a fait un cas sur les AOD, les complications hémorragiques. Parce que souvent, on va être appelé aussi si les gens se présentent à l'urgence ou c'est quoi la prise en charge des complications hémorragiques. Et puis, on va regarder un petit peu les bases, bien sûr, mais aussi est-ce qu'il y a des outils à Thrombose Canada qu'on peut utiliser pour nous aider à ce moment-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment stratifier les risques de complications hémorragiques associés aux AOD. C'est clair que ce n'est pas tous les segments qui vont avoir besoin tous les segments vont avoir besoin d'un traitement de support, mais ce n'est pas nécessairement tous les segments qui sont dangereux ou fatals ou possiblement fatals. Donc, on va pouvoir stratifier ça, évaluer les complications hémorragiques, déterminer lesquelles vont nécessiter un traitement de support, mais aussi est-ce qu'on peut augmenter la génération de thrombine et puis prendre en charge des complications hémorragiques là, à ce niveau-là. Donc, on va utiliser un cas aussi. Madame Assé est au service d'urgence. C'est une femme de 88 ans qui se présente avec une céphalée sévère depuis 3 jours. Elle a des nausées associées. Elle a une fréquence cardiaque de 70, une pression de 180 sur 90, une fréquence respiratoire de 20, elle est dans détresse. Ses antécédents sont connus pour une fibrillation auriculaire, une hypertension. Elle a un cancer du sein dans le passé aussi. Il y a maintenant 3 ans, elle a eu une mastectomie chimiothérapie, techniquement en rémission. Et puis, bien sûr, elle est sur un anticoagulant oral, apixaban à 5 mg 2 fois par jour pour une prévention primaire des accidents cerebrovasculaires et des embolies systémiques. Donc, son examen neurologique est normal. Elle a un résultat des fonctions, une formule sanguine complète qui est normale aussi, une fonction rénale qui est normale. Elle va avoir un scan qui démontre des petits hématomes sous-duraux bilatéraux sans effet de masse. Aucun traitement chirurgical est nécessaire. Mais la question de l'urgence est est-ce qu'on doit faire quelque chose de plus à ce moment-là? La première question, bien sûr, c'est est-ce qu'on doit arrêter l'anticoagulothérapie? Et puis, je pense que tous les gens ici vont dire oui, bien sûr. Hein, les risques associés vont être plus importants que les bénéfices d'une prévention primaire à ce moment-ci. Donc, oui, il faut arrêter l'anticoagulothérapie. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut utiliser quelque chose pour pouvoir augmenter la génération de thrombine ou est-ce favoriser l'hémostase comme tel? Donc, si vous êtes pris dans une situation pour laquelle vous n'êtes pas nécessairement très familier avec les données probantes, il y a des outils sur le site web de Thrombose Canada, donc il y a une prise en charge des hémorragies majeures qui peut être utile en donnant des pistes ou une révision un peu de ce qui pourrait être fait dépendant de si le patient est sur une HBPM, un AOD, ou sur, par exemple, fractionné ou sur un antagoniste de la vitamine K. Donc, c'est juste pour vraiment faire le lien qu'il y a des outils nécessaires potentiels. Dans ce cas-ci, dépendant de la fonction rénale, dépendant de c'était quand la dernière prise, la prise du dernier comprimé d'apixaban, on va évaluer c'est quoi la demi-vie. Et puis quand la patiente se présente aux urgences, est-ce qu'il y a encore assez d'apixaban au niveau des concentrations potentielles sériques pour pouvoir prendre une décision, est-ce que ça vaut la peine de donner des produits sanguins pour pouvoir augmenter la génération de thrombine. Donc, ce que Eddie voulait savoir, c'est si on décide de faire quelque chose, on va faire bien sûr un traitement de support, mais est-ce qu'il y a d'autres agents qui sont susceptibles d'aider? Et puis, la question ici, c'est lequel des agents suivants sont les moins susceptibles d'aider ou est moins susceptible d'aider dans la prise en charge d'hémorragie du système nerveux central lié aux AOD? Est-ce que c'est des concentrés complexes prothrombotiques? On va y revenir. L'acide transaménique, du cyclocapron, est-ce qu'on donne du plasma ou est-ce que c'est aucune réponse? Fait que, vraiment, on va avoir une discussion sur la prise en charge ou le support du patient. Je pense qu'on s'entend que de façon générale, donner un agent antifibrinolytique pourrait possiblement être efficace sans nécessairement avoir de problème avec l'innocuité. Donc, l'acide transaménique, dépendant du site hémorragique, pourrait possiblement aider.
Je pense qu'un complexe prothrombotique pourrait possiblement aider aussi, dépendant de quand est la dernière ou l'heure ou la prise du dernier comprimé et puis la fonction rénale. Et puis vraiment, ce qui n'est pas vraiment très utile ici, surtout pour une hémorragie majeure liée à un AOD, c'est le plasma frais congelé. C'est sûr que dans ces réponses-là, là, il n'y a pas de données probantes. Là. On est dans un peu un temps où est-ce qu'il y a des études qui sont en cours, mais pour l'instant, on n'a pas un peu comme Normand révisait pour la prévention secondaire, on n'a pas de données cliniques probantes de n'importe quel de ces agents-là, mais il y a certains agents que des fois, on va pouvoir utiliser pour essayer de stimuler l'hémostase lorsqu'on a une hémorragie majeure importante. Donc, lorsque vous allez sur les outils, si vous avez un segment qui est possiblement fatal, ou pour, par exemple un segment intracrânien aigu, puis le patient a pris un AOD pour lequel il serait moins que 3 demi-vies depuis la dernière fois qu'il a pris l'AOD, on pourrait possiblement considérer une prise de complexe prothrombotique. Dépendant de votre institution, dépendant de la province, de façon générale au Canada, c'est l'octoplex ou le beriplex. Ça va être différent pour Héma-Québec versus le Canadian Blood Services. Puis de façon générale, ça va être une dose qui va être plus importante que la dose qu'on utilise pour les antagonistes de la vitamine K. Donc, bien sûr, il faut faire un dosage par kilo. Donc, c'est généralement 25 à 50 unités par kilo. La monographie du produit va dire qu'il faut faire attention jusqu'à 2000 unités parce que c'est la dose maximale pour renverser les antagonistes de la vitamine K. Si on regarde les lignes directrices du NAC qui ont été récemment publiées, ils vont dire que peut-être jusqu'à un montant de 4000 unités par jour, ça serait raisonnable. Et puis quand on regarde aux études qui ont regardé à la génération de thrombine, pas nécessairement chez les gens qui avaient des hémorragies, mais surtout chez des études plus pharmacodynamiques et cinétiques. De façon générale, l'augmentation de thrombine, c'est être maximale lorsqu'il y a un 50 P par kilo sans nécessairement avoir de montant ou de dose maximale. Donc, à cause de ça, il y a beaucoup de variations pratiques. De façon générale, certaines institutions vont dire on le donne jusqu'à un 2000 unités dose maximale. Certaines autres institutions vont dire 4000 unités. Puis des fois, il y a certains hôpitaux, certains centres vont dire on n'a pas de dose maximale. Dépendant du poids, on va donner d'octoplex ou beriplex à 25 à 50 unités par kilo. De façon générale, c'est important de se souvenir que souvent, on peut en donner plus. Hein, fait que commencer avec un 2000 unités, puis si on n'a pas une hémostase à ce moment-là, on peut toujours réévaluer puis décider si on va en donner plus encore. Et c'est juste pour vous expliquer un peu le background pourquoi il y a une variation de pratique, puis des fois, vous parlez à certains collègues, puis ils vont pouvoir peut-être donner différentes perceptions par rapport à ça. Donc, quels sont les facteurs importants à prendre en compte avant la prise en charge de l'anticoagulothérapie chez Mme MC, chez Mme AC? Donc, c'est sûr que présentement, elle a vraiment une hémorragie majeure, donc intracrânienne, donc il faut arrêter l'anticoagulothérapie. On a une discussion dépendant des différents facteurs qu'on a déjà évalués. Est-ce qu'on va donner un complexe prothrombotique ou non? La madame va être hospitalisée, va avoir un traitement de support. Est-ce qu'on doit recommencer l'anticoagulothérapie et après combien de temps? C'est une autre question qui va être importante à faire avant le congé. De façon générale, ces patients-là ne sont pas souvent recommencés sur une anticoagulothérapie. Et puis, il y a des données, des revues systématiques, des méta-analyses. La dernière qui a été publiée dans Stroke il n'y a pas tellement longtemps, qui démontre que lorsqu'on ne redébute pas l'anticoagulothérapie, je ne vous dis pas qu'on est pressé de la recommencer, mais dépendant du type d'hémorragie intracrânienne, lorsqu'on ne la redébute pas, et ça va être associé avec une augmentation du risque thromboembolique, bien sûr, et puis
généralement, ces patients-là qui n'ont pas recommencé ne sont pas à moins haut risque de récidive d'hémorragie majeure, puis il va y avoir une diminution éventuellement de la mortalité globale. Donc, des données un petit peu indirectes pour dire que chez la grande majorité des patients, malgré le fait qu'il y a une hémorragie majeure, l'anticoagulothérapie devrait être évaluée. Est-ce que l'anticoagulothérapie est toujours indiquée ou non? Et puis, bien sûr, il faut faire la prise des choses entre les risques thrombotiques et les risques hémorragiques, mais dans la majorité des cas, c'est important de considérer redébuter l'anticoagulothérapie parce que, de façon globale, il va y avoir moins de risques thromboemboliques, sans augmentation du risque hémorragique, et puis une diminution du risque de mortalité globale de façon générale. Quand on fait la décision de reprendre, bien sûr, on n'est pas, pour Mme Assé, on n'est pas nécessairement très pressé de reprendre. Je vous dirais que mon approche va être différente aussi dépendant du segment intracrânien. Donc, si c'est un segment qui va être, par exemple, traumatique, sous-dural traumatique versus sous-dural non traumatique versus un segment qui est dans le parenchyme va être beaucoup différent. Puis, je vais être beaucoup plus conservateur à redébuter si c'est un segment qui est intravasculaire ou parenchymatique comparativement à un sous-dural qui est traumatique. Fait qu'il faut garder ça en ligne de compte aussi, mais de façon générale, je pense que c'est important d'avoir une discussion avec le patient, la patiente, et puis d'avoir une évaluation des risques-bénéfices associés avec ça. Si vous voulez avoir des outils qui pourraient possiblement aider à avoir cette discussion-là, on a des outils aussi sur le site web de Thrombose Canada, l'outil SPARC, qui va permettre de quantifier les risques thromboemboliques, le risque ASBLED. Ça ne peut peut-être pas nécessairement vous aider nécessairement pour un risque associé de récidive d'hémorragie intracrânienne, mais vous donne quand même un certain type de pourcentage pour pouvoir générer au moins débuter la conversation là, avec le patient et puis voir aussi c'est quoi les risques annuels d'efficacité et puis d'innocuité dépendant des différents types d'anticoagulants ou d'antiplaquettaires qu'on essaie d'utiliser là, pour une considération là, de fibrillation auriculaire. Donc, je vais arrêter là parce que je voulais qu'on ait du temps aussi pour les questions. Donc, bien sûr, il faut stratifier les risques hémorragiques. Donc, est-ce que c'est un segment mineur, un segment qui est non majeur mais cliniquement important ou un segment majeur? Est-ce que c'est un segment intracrânien? Tous ces segments-là vont être associés avec un traitement de support important, mais pas nécessairement une augmentation de la thrombine avec des complexes prothrombotiques, par exemple. Il y a certains agents qui sont efficaces, qu'on n'a pas nécessairement discuté, il y a certains antidotes, mais qui ne sont pas nécessairement disponibles au Canada. Donc, il va falloir garder ça en ligne de compte là, pour faire le risque-bénéfice lorsqu'on va avoir une discussion avec le patient. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez utiliser la fonction clavardage ou le chat pour les poser. Et puis, sinon, vous pouvez juste aussi lever la main, puis vous pouvez ouvrir votre caméra puis générer une discussion. Ça va être certains cas. Normand, qu'est-ce que tu en penses dans la session clavardage? Moi, j'ai soumis, Marc, un point de discussion, là, puis pour amener un point différent. Ça m'arrive parfois d'utiliser des traitements de chimiothérapie où le risque de thrombocytopénie est important. Donc, par exemple, carboplatin, gemcitabine, on s'attend à ce qu'au jour 10 à 15, les patients aient des thrombopénies, puis surtout au premier cycle, on ne sait pas comment prévoir. Alors, je sais pas, moi je sais qu'est-ce que je fais, mais je te pose peut-être la question à toi, là, qu'est-ce que tu fais dans ta pratique quand tu as des questions similaires? Oui, c'est quelque chose qui est intéressant pour lesquels on n'a pas vraiment on n'a pas de données probantes, pour lesquelles il y a des données qui sont récemment publiées dans Blood Advances qui viennent des États-Unis aussi, où est-ce qu'on fait une étude observationnelle de gens qui avaient une thrombocytopénie et puis qui avaient une indication pour une anticoagulothérapie complète. La question, c'est est-ce qu'on peut faire une réduction de la dose
ou est-ce qu'on doit essayer d'utiliser une dose thérapeutique avec possiblement une considération de faire une transfusion plaquettaire? Et puis, ce qui est important de noter dans cette étude-là, bien qu'elle est très bien, parce qu'on a très peu de données par rapport à ça, c'est que les deux groupes sont très différents. Donc, chez les gens qui ont reçu une diminution ou une dose intermédiaire d'HBPM, il y a beaucoup de thromboses associées au KT, il y a beaucoup de thromboses associées ou des thromboses du membre sup. Et puis, chez les gens qui ont eu une dose thérapeutique avec des culots plaquettaires si nécessaire, il y a beaucoup d'embolie pulmonaire. Donc, le facteur de risque de récidive est un petit peu différent, mais ça nous permet de donner des pistes quand même que, dépendant du caillot initial, est-ce que c'est un caillot pour lequel on pense que le risque de récidive est relativement faible versus on est inquiet d'un risque de récidive, va peut-être dicter un peu ce qu'on fait. Donc, si j'ai des patients, par exemple, qui vont avoir une thrombocytopénie lors des premiers jours d'un diagnostic d'embolie pulmonaire, je vais peut-être être un petit peu plus conservateur à essayer de continuer une dose thérapeutique comparativement à quelqu'un qui a une thrombose du membre supérieur là, associée avec un cathéter, par exemple, ou une thrombose qui a plus de 30 jours ou plus de 3 mois, par exemple. J'utilise un petit peu le temps depuis l'événement initial. C'est quoi l'événement comme tel, l'événement thrombotique? Est-ce que c'est quelque chose qui est à haut risque de récidive ou non? Et puis, bien sûr, que les logistiques, hein, est-ce que c'est possible ou non de faire une dose intermédiaire là, ou de faire venir le patient pour des prises de sang si nécessaire? Ça ressemble-tu un peu à ce que tu fais dans ta pratique? Ben, ça, c'est un des volets importants, puis je suis content que tu aies discuté de l'aspect du temps du diagnostic. Dans ma pratique à moi, ce que je vois le plus souvent, c'est des patients qui sont anticoagulés pour toutes sortes de raisons, qui vont avoir une chimiothérapie. Donc, moi, une des autres façons de me sortir de la situation de l'épisode aigu là, du dernier mois, c'est de moduler la chimiothérapie. Parce que souvent, on a des options, puis il y a des options qui ont moins de risque de thrombopénie, puis il y en a qui en ont plus. Donc, pour moi, un patient anticoagulé, je tends à utiliser un régime de chimiothérapie qui va donner moins de toxicité hématologique si j'ai cette option-là. Donc ça, c'est une façon de s'en sortir aussi. Mais pour les patients qui sont plutôt dans l'autre spectre, donc plutôt dans la prophylaxie du plus long terme, là, après le premier mois de traitement, moi, j'ai tendance quand même à être un petit peu intensif dans ma surveillance du patient pour le premier cycle. Donc, moi, j'ai tendance à faire des formules sanguines 2 fois par semaine pour le premier cycle. Puis si les plaquettes tombent en bas de 50, j'ai tendance à arrêter le médicament jusqu'à la prochaine prise de sang. Puis si ça remonte, après ça, je peux les recommencer. En disant aux patients aussi que s'il y a des symptômes, s'il y a des saignements de nez, s'il y a des ecchymoses importantes, mais peut-être qu'il a développé sa thrombopénie plus vite que ce qu'on a pu le détecter avec ses formules sanguines, puis il peut arrêter par lui-même. Donc ça, c'était des avantages des anticoagulants oraux, puis même des héparines. Là, quand le patient comprend bien, il peut gérer un petit peu son risque en arrêtant. Puis en même temps, s'il arrête, il y a une feuille pour faire une prise de sang le plus rapidement possible après que ça soit arrivé. Puis on a la chance. Ouais, puis on a la chance au Québec d'avoir des infirmières pivots qui nous aident à gérer ça aussi. À gérer ça. Puis c'est un excellent point que tu fais que des fois, on ne prend pas assez le temps non plus de contacter nos collègues en hémato-onco ou en onco à savoir est-ce qu'on peut moduler le traitement chimiothérapeutique pour le premier cycle jusqu'à temps que le risque de récidive diminue. Puis là, on se sent confortable d'arrêter pour quelques jours là, lorsque la thrombocytopénie est au nadir. C'est un excellent point. Merci beaucoup, Normand. On manque un peu de temps, donc juste pour vous rappeler que la conférence de Thrombose Canada a lieu le 15 octobre. C'est virtuel et en présentiel. Donc, on vous encourage de vous inscrire. Ça va être formidable. On a beaucoup de plaisir. Pareillement. Merci, Marc. Merci, Norman. Bonne soirée tout le monde. Merci d'être venu.